Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 20 février 2025. À la une ce soir, tension et violence à Meyo Centre dans la région du Sud. La localité a été secouée par une vague de violence suite à la découverte macabre du corps d'un résident dans la rue. La colère de la population, exacerbée par ce crime odieux, a dégénéré en scène de pillage et de saccage de commerce. Des affrontements ont éclaté, faisant plusieurs blessés graves. La situation est revenue à la normale ce soir. Le quartier Japoma à Douala, théâtre d'une tragique découverte. Des restes humains ont été retrouvés suspendus à une corde. La victime, portée disparue depuis plus de 3 mois, aurait été arrêtée. Sa moto récupérée, tuée avant d'être pendue. Sa famille, qui le recherchait activement, est sous le choc. Les autorités ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances de ce crime. Dans l'actualité également, ce jeudi, le torchon brûle à nouveau entre la FECAFOOT et Marc Brice. L'instance dirigeante du football camerounais a exposé 18 raisons lors d'une audience avec le ministre des Sports pour exiger le limogeage de l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. L'avenir de ce dernier à la tête de l'équipe nationale est désormais entre les mains de la présidence de la République à qui Narcisse Moelle Kombi a dit se référer. Et puis à l'étranger, Mali, Souleymane Cissé est mort, l'un des pères du cinéma sur le continent africain. Cet été à Bamako, à l'âge de 84 ans, il aurait dû présider le jury fiction long métrage pour la 29e édition du FESPACO qui se tiendra à partir du 22 février dans la capitale burkinabé, Ouagadougou. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, je vous le disais en titre, la région du Sud et plus particulièrement Meyo Centre, dans le département de la vallée du Ntem, traverse une période de forte agitation. Depuis quelques jours, un mouvement de mécontentement s'est intensifié, culminant ce matin avec des actes de vandalisme. En plus des dommages matériels, des pertes humaines sont également signalées. Les détails avec, dans ce récit d'Alain Gislankanga. La situation à Meyo Centre est devenue préoccupante. Ce village carrefour, généralement paisible, est secoué par des événements récents qui ont déstabilisé son ambiance. Des commerces ont été endommagés par des individus encore non identifiés. D'après nos correspondants dans la vallée du Ntem, ces actes de violence semblent être liés à la colère suscitée par le décès tragique d'un habitant découvert au petit matin lundi avec des blessures graves. En réponse à cette situation, les forces de l'ordre ont ouvert une enquête. Cependant, face à l'attente prolongée de justice, certains habitants ont décidé de prendre les choses en main, ce qui a conduit à des actes regrettables. Plusieurs décès sont déplorés, certains individus ayant été gravement agressés. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes de vandalisme dans les commerces, avec des canettes de bière abandonnées sur la chaussée, et des agents de maintien de l'ordre visiblement dépassés par la situation. Ce matin, la tension a encore augmenté. Toutefois, un retour au calme a été observé grâce à l'intervention des autorités administratives et des forces de l'ordre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et on parle de découvertes macabres également à Japoma, lieu dit Washington City, dans l'arrondissement de Douala 3e. Le squelette d'un homme a été retrouvé par la population dans la broussaille. Le défunt aurait été pendu à l'aide d'une corde sur un arbre par des personnes encore non identifiées qui lui ont également arraché sa moto. La victime, vigile de profession, est recherchée par sa famille depuis 3 mois et demi. Ses restes ont été amenés à la morgue de l'hôpital du district de Lorbaba. Les détails avec Titi Freeman et Thierry Nana. Un crâne humain au bout d'une corde, attaché à un arbre. Des ossements répandus çà et là dans la broussaille. La scène macabre est découverte par les populations du quartier Japoma, lieu-dit Washington City, dans l'arrondissement de Douala 3e, dans la soirée du 19 février 2025. Téléphones et puces retrouvés sur les lieux,
permettent aux enquêteurs du commissariat central numéro 2 d'entrer en contact avec les proches du défunt, recherché depuis 3 mois et demi. Mon petit frère, on vit dans le cancer là, il est sorti le 2 novembre. Bon, donc un samedi, je parcouris partout, les hôpitaux, et les morgues, et dans les commissariats, tout j'ai parcouru. Bon, je n'ai pas vu le corps de mon petit frère. La moto neuve à bord de laquelle il était sorti et quelques parties de son squelette introuvables laissent planer l'hypothèse d'une agression. Le jour-là, il est sorti sur la moto neuve là et il n'est pas rentré. J'ai vu même la photo, il était attaché sur un arbre, comme sous forme qu'il s'est pendu, quoi. Bon. Mais c'est pas quand même lui qui s'est pendu, donc ce sont les gens qu'on l'a attaché. Les os n'étaient pas complets. Au niveau des bras, il n'y avait pas. Avec les chevilles. Une triste découverte qui permettra tout de même à sa famille de faire le deuil de ce Virgile de profession, marié et père de 3 enfants. Jusqu'à le jour de sa disparition, mon cœur me faisait mal. Donc on a retrouvé son corps aujourd'hui, d'un Dieu merci. Ses restes ont été placés à la morgue de l'hôpital du district de Lokbaba. L'enquête pour faire la lumière autour de cette horreur est en cours. Et puisqu'on parle de découvertes macabres, repartons à Sikoum ce soir. La localité est en état d'alerte depuis la découverte des corps et autres squelettes dans la broussaille. Une réunion de crise vient de s'achever dans la Sanaga maritime. Entre autres mesures prises, des patrouilles permanentes et l'identification de toute personne dans la zone. Le compte rendu de Lille Pédiou et Christian Bock. Le préfet de la Sanaga-Maritime a rendu visite à la famille de Thomas Bihé, le jeune homme retrouvé mort dans la forêt de Sikoum, pour présenter ses condoléances et apporter son soutien à la famille en cette période difficile. Nous voulons d'abord adresser aux familles éprouvées les condoléances attristées du gouvernement. Nous avons tenu à descendre sur le terrain, d'abord sur le lieu où ces découvertes macabres ont été faites, mais aussi pour apporter du réconfort à la famille de M. Bihé. Une réunion de crise a immédiatement été tenue à la suite de la découverte des corps et autres squelettes dans la broussaille de Sikoum. Plusieurs mesures pour lutter contre l'insécurité ont été proposées par les autorités. Un forum d'échange entre les responsables des mototaxis, les forces de sécurité et les chefs de village sera créé pour améliorer la communication et la coordination. Les patrouilles permanentes dans les villages et les points à forte concentration de personnes ont également été mises sur pied pour renforcer la sécurité. Des recommandations fortes ont été prises, notamment la redynamisation des comités de vigilance, la collaboration des populations, l'identification et le recensement de plusieurs personnes inconnues, ouvriers et qui travaillent dans des exploitations agricoles, ainsi qu'un faisceau de mesures, l'ordre, la sécurité, et ce fléau sera éradiqué dans le département de la Sanaga maritime. La situation reste préoccupante, surtout après l'annonce du décès de Hassan, le survivant retrouvé fébrile sur le site, qui finalement a succombé à ses blessures. Ils avaient annoncé une marche pacifique, ils ont choisi l'immobilisme finalement. Ce matin, sur l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur, des enseignants titulaires de doctorat PhD, fatigués d'attendre des réponses à leurs revendications, ont opté pour une présence silencieuse. Le mouvement d'humeur a été encadré par les forces de maintien de l'ordre. Les exigences des manifestants, être reçus, être écoutés par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Le reportage de Delphine Fonkoutene et Raoul Ngoufou. Déploiement impressionnant des forces de police ce jeudi autour du ministère de l'Enseignement supérieur. À l'esplanade, un décor inhabituel. Des docteurs PhD en blouse et en toge, des mères assises à même le sol, bébés serrés contre elles. Les visages fermés, les regards déterminés. Sur leur pancarte,
Des messages sans équivoque. Cette manifestation est l'ultime recours d'un collectif de docteurs recalés au dernier recrutement dans les universités d'État. Après une série de démarches restées sans réponse, ils ont décidé de faire entendre leur voix autrement. La dernière lettre de réclamation, c'est le 1er septembre 2024. Ce que nous demandons, c'est une liste addictive à cause des injustices. Vous avez quelqu'un qui a fait histoire qui va enseigner économie, quelqu'un qui a fait sciences politiques qui va enseigner droit. Des handicapés n'ont pas été recrutés. Marginalisation, discrimination, c'est un peu de ça. À défaut de la marche initialement prévue, ils ont opté pour un sitting pacifique. En réponse, un impressionnant dispositif policier quadrille les lieux, prêt à contenir toute éventuelle dérive. En fin de matinée, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur s'avance pour une tentative de dialogue, mais pas suffisant pour les manifestants. On demande juste la liste addictive et le recrutement des autres docteurs chômeurs parce qu'on a interdit les inscriptions en thèse de doctorat. Il va falloir qu'on résout ce problème. Nous respectons la loi. J'ai annulé la marche, mais nous sommes devant notre patron. Je ne vois pas où est le problème. La détermination des recalés ne faiblit pas. Pas question de lever le camp tant que leurs doléances ne sont pas prises en compte. L'enseignement supérieur mérite mieux et il compte bien se battre jusqu'au bout. If the problem is not solved, we continue. We will sleep here. Les attaques cybernétiques sont de plus en plus virulentes au Cameroun. Pour l'année 2024, 19 millions de cyberattaques contre les entreprises et les institutions ont été enregistrées selon l'agence Kaspersky. Qu'est-ce qui peut expliquer ce chiffre? Pourquoi les entreprises et les institutions camerounaises sont autant victimes d'attaques cybernétiques? Quelles sont les solutions adéquates pour limiter la saignée? Élément de réponse avec Junior Ossin. Des victimes d'attaques cybernétiques. Le Cameroun en compte par millions chaque année. De nos jours, on en trouve vraiment beaucoup, des gens qui inventent des faux comptes, qui cherchent même à nous pirater et vraiment ça m'est déjà arrivé. Dernièrement, j'ai perdu un compte qui m'était vraiment à cœur. À côté des internautes, il y a les entreprises et les institutions. En effet, en 2024, le Cameroun a enregistré 19 millions de cyberattaques contre ces deux entités, selon l'agence Kaspersky. Il y a des institutions étatiques qui sont aussi particulièrement exposées, surexposées. L'avènement des intelligences artificielles fait que les menaces deviennent plus faciles à écrire, les attaques deviennent de plus en plus automatisées. Les conséquences sont énormes avec l'entrée en scène de l'intelligence artificielle. Dans le contexte camerounais, il y a des dizaines de milliards qui sont perdus chaque année dû à la cybercriminalité. Avec les différentes données que nous allons faire, que nous transférons vers l'extérieur et que les entreprises extérieures évidemment peuvent collecter chez nous, nous pourrons facilement nous faire manipuler, que ce soit manipuler nous, au niveau électoral ou encore les acteurs externes pourront également influencer les décisions de nos hauts responsables. Les experts de la cybersécurité préconisent le renforcement de la formation des acteurs dans le domaine et la mise en place d'une plateforme nationale de cybersécurité pour une vue à 360 degrés. Après la jeunesse, les femmes s'apprêtent à commémorer la journée internationale qui leur est dédiée. Le pain de cette édition 2025 est connu et disponible à la vente depuis fin janvier dans les espaces spécialisés. Ce soir, nous marquons un temps d'arrêt pour découvrir les particularités, les standards et les délais de cette étoffe qui habillera les femmes le 8 mars prochain. Voyons cela avec Delphine Foncoutene et Constant Kanga. Le pain du 8 mars est dehors depuis longtemps. Cette année, il se décline en deux couleurs, rose, fuchsia et orange, avec une touche d'originalité qui ne passe pas inaperçue. Cette année, les femmes vont s'habiller en wax. Ce n'est plus du fancy, ce n'est plus du super, mais les femmes seront habillées cette année en pagne wax. Qu'il soit rose ou orange, le tissu arbore une colombe, symbole de paix, ainsi que des motifs aux couleurs du drapeau du Cameroun. Des messages y sont inscrits, rendant hommage aux femmes. Ici à la SICAM avenue Kennedy, femmes et hommes s'y pressent du matin au soir pour se procurer le précieux textile. Ça me plaît beaucoup. Forcément, c'est un bon modèle. Très beau tissu, vraiment pour cette année. Chapeau aux personnes qui ont choisi ce pain. Je suis là pour acheter le pain pour ma femme, ma belle-mère et ma maman. C'est vrai que le pain il est très beau. Il n'est pas aussi différent de celui de l'an passé, je crois. Avec 6 yards en main, l'élégance sera au rendez-vous. Robe,
cabas, entre autres, les couturières ont de la matière pour créer. C'est beau et c'est très facile à sortir les modèles. Les gens adorent. Depuis le 20 janvier, les ventes officielles battent leur plein. Les autorités assurent qu'ils ne risquent pas de connaître de rupture. Cette année, vous allez voir que nous aurons la même qualité du début jusqu'à la fin. La particularité aussi cette année, c'est qu'il n'y a pas de restriction au niveau de l'acquisition. Ce n'est plus un pain par personne comme les années antérieures. Cette année, quelle que soit la quantité, vous êtes livré. Cependant, dans les marchés et au détour des rues, certains commerçants profitent de la forte demande pour vendre bien au-delà du prix conventionnel de 10 000 francs CFA. Arrêtons-nous un instant à l'hôpital central de Yaoundé où une équipe de chirurgiens spécialisés mène une opération de réparation d'urètre endommagé depuis le 17 février dernier et ce jusqu'au 22 février. Ces experts visent à reconstruire les tissus endommagés et à former une nouvelle génération de spécialistes pour répondre à la demande croissante de services. Plusieurs patients ont déjà bénéficié de ces interventions chirurgicales menées en collaboration avec des experts étrangers qui partagent leur technique. Les résultats sont très encourageants. Karel Mezatiachoya, Serge Alonziebou sont allés voir. Au bloc opératoire de l'hôpital central de Yaoundé, des médecins spécialistes en urologie s'activent pour reconstruire des urètres endommagés. Leur mission, réparer ces conduits essentiels qui relient la vessie au canaux éjaculatoire, assurant ainsi l'évacuation de l'urine et du sperme. Mais ces voies sont souvent exposées à des maux causés par des infections sexuellement transmissibles, fractures du bassin et j'en passe. Avec les accidents que nous avons, surtout les accidents de moto, l'urètre est souvent traumatisé et la gestion parfois n'est pas bonne et les malades arrivent dans une situation très très complexe. Depuis le 17 février dernier, ces professionnels de la santé ont pris en charge des cas complexes, nécessitant une grande précision et une expertise de haut niveau. Vous imaginez, nous avons opéré il y a de cela quelques jours un patient. Ça faisait 25 ans qu'il portait une sonde suspubienne. Vous vous imaginez, pendant 25 ans, il n'avait jamais uriné par sa verge et nous l'avons opéré ici à l'hôpital. Des 12 cas complexes déjà reçus, 4 ont été opérés. Les patients bénéficient à la fois de l'expertise camerounaise et étrangère. Le volet formation est également pris en compte. Il est question de renforcer les techniques chirurgicales locales, bien qu'elles soient déjà en bonne forme. La campagne court jusqu'au 22 février prochain. La Cour d'appel du littoral s'étoffe de nouveaux assesseurs militaires selon des usages. La cérémonie de prestation de serment qui a eu lieu ce jeudi est une formalité légale substantielle. À l'occasion, il leur est rappelé leur mission à contribuer à rendre la justice en toute impartialité. Monique Daossifoso et Marius Kosso pour les détails. 4 colonels et 4 lieutenants-colonels, désormais assesseurs militaires près la Cour d'appel du littoral. Ils promettent assumer leurs fonctions avec honnêteté, rendre justice avec impartialité, sans crainte ni faveur, ni rancune, et garder scrupuleusement le secret de délibération. Un engagement pris devant la barre. Nous allons mettre nos connaissances militaires et notre expérience pour aider la collégialité à prendre des décisions. Nous n'allons vraiment pas lésiner sur notre background pour pouvoir les éclairer afin qu'ils prennent en toute impartialité les décisions qui vont s'imposer. C'est une confiance qui vient par le fait du travail bien fait et toute notre probité dans notre travail de tous les jours. Donc nous remercions le chef de l'État et nous lui rassurons que nous serons à la hauteur de la tâche confiée à notre modeste personne. Avant la prise de fonction, ils doivent prêter serment devant la cour où ils sont appelés à siéger. Une litanie d'obligations est à respecter pour préserver la confiance de la haute hiérarchie. En tant que garant de la loi, il était question de leur rappeler les obligations qui sont les leurs, notamment, n'est-ce pas, de garder le secret des délibérations, le droit de réserve, entre autres. Sur les 9 attendus, 8 ont répondu à l'appel.
Amélioration de l'offre énergétique de l'hôpital de district de Gashiga, une centrale solaire de 28 kW est inaugurée. L'agence de l'électrification rurale, maître d'ouvrage de cette infrastructure financée par l'Autriche, met ainsi en service cet appui énergétique à cette formation sanitaire qui en avait grand besoin. Le représentant du ministre de l'Eau et de l'Énergie a recommandé aux populations bénéficiaires d'en faire bon usage. Le reportage de Fatima Ndale sur les images d'Aïssa Toubouba. L'hôpital du district de Gashiga est la principale formation sanitaire qui couvre la zone de Demza et ses environs. La difficulté liée à l'énergie électrique va relever désormais du passé. Je disais tantôt, avant l'arrivée de cette plaque solaire, nous savons à Gashiga, nous avons ce problème de coupure d'électricité courant. On avait les problèmes de prise en charge des patients la nuit. C'était très compliqué quand on avait les blocs la nuit, on était obligé de référé au niveau de Gawa. Actuellement, avec cette centrale, nous savons que nous pouvons prendre en charge tous les cas. Dans le cadre du projet d'électrification rurale, par système solaire photovoltaïque et éclairage public de 11 localités, dont 9 régions du Cameroun. Cette formation sanitaire a bénéficié d'une centrale solaire photovoltaïque. Il est opérationnel depuis quelques mois. Nous avons aujourd'hui l'hôpital de district de Demza qui est alimenté par de l'énergie. Comme on a dit, il faudrait qu'il fasse tout pour garder ces installations. La puissance du champ est de 28 kW crête avec un onduleur de 23,5 kW pour une capacité de stockage de 192 kWh. C'est un ouf de soulagement pour cette formation sanitaire. Je suis heureuse que le projet ici d'une entreprise autrichienne s'est réalisé. Cette inauguration à Gashiga a connu la présence du gouverneur Nord, du représentant du ministre de l'Eau et de l'Énergie, accompagné de l'ambassadrice d'Autruche. De la nécrologie à présent, l'artiste humoriste Tufinga, de son vrai nom Emmanuel Raphaël Bolo, s'est éteint à la dernière heure de la nuit dernière justement, des suites de maladies considérées par plusieurs comme le lien ayant permis la transition entre la génération de Jean-Michel Cancan, dont il n'était pas éloigné dans son style, et la nouvelle génération. Il répandait des ondes de bonheur sur son passage, mais surtout faisait pleurer de rire. Le décès de Tufinga a fait passer sa famille et collègues des rires aux larmes. Joël Diom 3 et Raoul Ngoufo. Le costume fétiche d'un Tufinga sur les épaules et le cœur meurtri d'avoir perdu son père. Sentiment de tristesse partagé par les oncles et tantes ce 20 février. Le domicile de celui qui était connu à l'état civil comme Emmanuel Raphaël Bolo au quartier Sam a perdu sa joie de vivre. C'est une veuve asphyxiée par la douleur de la séparation qui s'exprime. La douleur vraiment là parce que je ne sais pas, j'ai perdu poumon, un côté de mon poumon parce que je ne sais pas ce que je peux vraiment vous dire parce que mon mari hier dans la nuit, à minuit, il est parti. Tufinga a perdu son combat contre la maladie ce 19 février à l'âge de 54 ans. La famille massée ici ressasse les souvenirs, les fous rires aidés par cet album photo. Face au vide laissé, l'on éclate en sanglots. L'annonce du décès d'un Tufinga, le zéro mondial comme il se faisait appeler, a aussi gagné les réseaux sociaux et le monde humoristique camerounais. Quand vous voyez un peu son accoutrement, il s'habillait à la Jean-Michel Cancan. Donc c'était un professionnel, c'était un surdoué. Njunju Kalaba, lui, se souvient d'un Tufinga, un humoriste passionné, même sur un lit d'hôpital. Il était malade, je l'ai appelé, je suis allé à la garnison où j'ai même fait des vidéos avec lui. Et on riait, on faisait encore de la comédie sur sa maladie. Tufinga s'en va avec son humour costumé. Sa famille, elle, ne garde que des souvenirs, de bons souvenirs.
Du sport à présent, jusqu'où peut aller la Fédération camerounaise de football dans le dossier Marc Brice? L'entraîneur sélectionné de Lyon, indomptable, n'est plus du tout désiré par l'instance dirigée par Samuel Eto'o-Fils. Le comité exécutif l'a fait savoir à l'issue d'une réunion d'urgence tenue hier à Yaoundé. La FECAFOOT reproche au sélectionneur des écarts de conduite et une insubordination notoire. Daniel Anissé-Moudier et Pierre Aoulgouf. Par ses récentes sorties polémiques, le sélectionneur des Lions indomptables n'a fait que rajouter de l'eau dans une coupe déjà pleine. Pour le comité exécutif de la FECAFOOT, Marc Brice a poussé la balle loin, très loin des limites du terrain. Lorsque un entraîneur est appelé à aller faire une compétition et il vous dit qu'au-delà des équipes qui seront nos adversaires, la Fédération camerounaise de football est aussi son adversaire. Imaginez-vous dans quel état d'esprit nous irons à une telle compétition. Reçu en audience mercredi par le ministre des Sports Narcisse Moëlle-Kambi, les membres du COMEX n'exigent qu'une chose désormais, la fin de la collaboration. Je pense donc et le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football avec, que pour la sérénité, il faut que nous nous séparions de cet entraîneur. Un dessein irréalisable au regard d'analystes, malgré les motifs somme toute légitimes de la fédération. Vous avez suivi le chef d'État qui a félicité Marc Brice, qui a mis 2 véhicules à sa disposition. C'est en termes de gratification et de bonification par rapport au travail qui a été fait. Donc le COMEX a intérêt à se plancher sur un ensemble de choses qui feront marcher le football camerounais par rapport à ce qu'ils sont en train de faire maintenant, que de s'attaquer véritablement sur un pan qui est en train de bien marcher pour le moment. Mais jusqu'où ira la FECAFOOT? Lorsque les personnes ou alors des institutions ne s'entendent pas dans le cadre d'une entreprise, il y a les règles de droit qui sont faites pour nous départager. Mais nous ferons appel aux règles de droit et les règles de droit nous diront qui est habilité à renvoyer un entraîneur à son organisation d'origine, qui est habilité à recruter un entraîneur. Peut-on nous imposer un entraîneur que nous ne voulons plus? En attente d'une réponse du ministre des Sports, la fédération est en préparation de son prochain comité exécutif prévu le 14 mars prochain pour sceller définitivement le sort de Marc Brice. À l'étranger, Niger, après 6 jours de concertation, les assises nationales ont été bouclées ce jeudi au Niger, justement. Principale résolution, le mandat de 5 ans accordé au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les leçons de ces travaux avec notre envoyé spécial à Niamey, André Mirabouma. La refondation se fera sur une période de 60 mois, c'est-à-dire 5 ans, à compter de la date de l'adoption de la présente charte. 60 mois de plus accordés au régime transitoire en poste au Niger depuis juillet 2023, l'une des mesures de ces assises nationales pour la refondation aux allures de bouée de sauvetage. Parce qu'ici au Niger, nous avons fait 35 ans de démocratie et tous les partis que nous avons dans ce pays ont passé sur les postes de responsabilité d'une manière ou d'une autre. Mais on a vu leurs limites, donc je n'ai pas besoin de retourner à la case départ. Nous sommes dans un contexte où nous voulons faire une transition qui doit nous conduire vers un processus de refondation de notre État. Un peu plus de 700 délégués issus de toutes les couches socio-professionnelles du pays. 6 journées de réflexion au Centre international de conférences Mahatma Gandhi. Malgré les restrictions sous-régionales et internationales, le Niger veut repartir de bon pied. Comme vous le constatez, il s'agit d'un procédé inédit, porteur d'un espoir raisonnable pour un nouveau départ que s'offre notre pays. Aussi, je m'engage solennellement à concrétiser cet espoir pour le bonheur du peuple nigérien. Trêve de discours, place au concret. Le Niger doit tout refaire, renforcer la sécurité et la stabilité, restructurer les institutions, relancer la coopération et rallumer la confiance des populations. Le désormais général des armées sera jugé au pied des troupes. André Mirabouma, à Niamey, pour Canal International.
Merci à vous André. On reste avec vous dans le Sahel avec cette étoile du cinéma africain couverte par les nuages. Souleymane Cissé est mort à l'âge de 84 ans grâce à son film Yélène, La Lumière. Il a remporté le prix du jury au Festival de Cannes. Il était le premier cinéaste africain à être récompensé au cours de ce prestigieux festival. Et en Côte d'Ivoire, la France rétrocède sa base militaire de Port-Boué à l'armée ivoirienne. En République démocratique du Congo, l'ONU interpelle la communauté internationale sur une menace d'une guerre régionale en Afrique de l'Est. L'île Piedjo et Calvante Campo Escamande. La France rétrocède officiellement à la Côte d'Ivoire le camp militaire de Port-Boué. C'était au cours d'une cérémonie officielle en présence des ministres de la Défense des deux pays. Cette base accueillait le 43e bataillon français d'infanterie de marine. Ce camp sera rebaptisé du nom de Thomas Dakin Ouattara, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Tout ceci répond à la volonté de la France de réorganiser son dispositif militaire en Afrique. L'Afrique de l'Est sous la menace d'une guerre régionale avec la guerre à l'est de la RDC. Prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante. Au cours d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, les hauts responsables ont réaffirmé leur inquiétude avec l'offensive des rebelles soutenus par le Rwanda. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a récemment lancé une commission d'enquête sur les atrocités commises par les différents camps. Souleymane Cissé est mort. J'ai fait le film Demousso. On a fait un scénario autour de ce film pour me mettre en prison. Le pionnier du cinéma africain, 50 années de carrière, est décédé à l'âge de 84 ans selon sa fille Mariam Cissé. Il était à la conférence de presse en prélude au FESPACO prévu le week-end prochain au Burkina Faso. Souleymane Cissé a été le premier noir à remporter le prix d'un long métrage au Festival de Cannes en France. Je l'ai appris dans telle ambiance qui fait que j'ai été préparé pour affronter vraiment ce travail-là dans mon pays. Il a remporté à 2 reprises l'Étalon d'or de Yeninga, le Grand Prix du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Depuis l'annonce de son décès, les hommages fusent de partout. Pendant plus d'un demi-siècle, sur les écrans, on a pu apprécier son engagement en faveur de la narration africaine. Un homme reconnu pour son humanisme et son engagement politique. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Au nom de toute l'équipe de production de ce journal, je vous dis merci de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur notre antenne et je vous retrouve demain, 19h50. Prenez soin de vous. Bonsoir.